Peut-être, Jacques Sémelin réfléchit sur la violence, je cite, dans ce qu'elle a de plus macabre, de plus terrifiant, de plus absurde, de proprement sidérant. Je le remercie d'être venu à Nîmes aujourd'hui. Je pense que vous serez passionnés de l'entendre. N'hésitez pas ensuite, après son intervention, n'hésitez pas à poser des questions, c'est prévu. On fera passer un micro dans les rangs. Voilà. Et je le remercie. Bien, merci aux organisateurs de cette rencontre, de cette conférence. Je suis très heureux de vous rencontrer. Et je souhaite particulièrement remercier Mme Roboul qui m'a accueilli et tout le membre de cet établissement. Je viens vous parler d'une énigme. Alors, ce n'est pas une énigme policière que vous pourriez voir dans des séries. C'est l'énigme de notre propre barbarie. Alors, ça fait des années que je travaille sur cette question obsédante. Comment se peut-il que des hommes ordinaires, non, puissent en arriver à tuer, massacrer d'autres hommes, des femmes, des enfants, des personnes âgées, sans défense? En somme, c'est la question du passage à l'acte. Et du passage à l'acte dans la violence extrême, dans le massacre. C'est de ça dont je vais vous parler. Je vais peut-être vous choquer en vous disant tout de suite que, en tant que chercheur, puisque je suis historien, je ne travaille pas sur ces questions pour juger. Il y a des tribunaux pour ça, il y a des juges. Moi, je suis chercheur. S'il y a un historien qui inspire tous mes travaux, je vais citer tout de suite, c'est le grand historien Marc Bloch, dans un livre qui s'appelle Apologie pour l'histoire, un livre posthume, écrit, je cite, un seul mot, un seul, illumine nos études, comprendre. Comprendre ne veut pas dire excuser, pardonner. Il y a des gens qui disent, mais non, il n'y a rien à comprendre, c'est complètement mystérieux. Oui, c'est vrai, on ne peut pas tout comprendre. Mais comprendre, c'est vouloir aussi expliquer, analyser la manière dont des hommes, des femmes peuvent être impliqués dans cette logique de la violence et du massacre. Alors, le premier réflexe que vous pouvez avoir, tous, ce sont des monstres, ce sont des fous. Pourquoi faire ça, surtout à des enfants? Ouais, ok. Et moi, je suis normal. Ça ne me concerne pas. Et si vous commencez à travailler sur cette question, vous verrez que la frontière entre la normalité et la barbarie, elle est très floue. Elle n'est pas toujours facilement identifiable. La barbarie, c'est comme une plante. Une plante qui pousse tout doucement. Tout d'un jour, va donner des fleurs monstrueuses. La barbarie, elle pousse sur un terrain, sur un terreau. C'est celui de notre propre humanité. Où est-ce qu'elle pousse, la barbarie, puisque c'est une plante? Bien, la barbarie, elle pousse, des tout petits pousses, à peine remarquables. C'est des petits trucs. Et petite plante peut devenir grande, vous êtes bien d'accord? Eh bien, la barbarie, elle pousse dans la cour de nos écoles. Quand des élèves prennent un autre élève comme tête de turc, comme bouffon, quand ils se mettent à le harceler parce qu'il veut travailler bien en classe. La barbarie, c'est des petits pouces aussi, c'est une manière de penser. Elle commence à prendre forme aussi d'une autre manière chez les ados. Il y a les groupes, il y a les clans, il y a eux et nous. Toi, t'es pas de mon camp, casse-toi, tu pues.
manière de penser, vous allez la retrouver dans la guerre. Eux contre nous. C'est pas mon camp. Et la barbarie, elle arrive aussi sur vos écrans de téléphone portable, sur vos écrans d'ordinateur. Quand vous regardez des films porno qui avilissent la femme et aussi l'homme. Quand vous accédez à des sites internet qui distillent des discours de haine contre tel ou tel groupe au nom de leur religion, au nom de leur groupe ethnique. Oh, avec humour, c'est toujours mieux de rigoler. C'est toujours mieux de... Ouais, même des chansons. Mais en fait, ça veut dire derrière sale arabe ou sale juif. Et voilà. C'est par là que cette plante qui pousse tout doucement, oh, elle va rester comme une potentialité, ça va pas développer. Heureusement, ça ne va pas se développer. Heureusement, dans beaucoup de cas, ça ne va pas. Ne croyez pas que je suis en train de vous dire que voilà, c'est inéluctable. Non, ce n'est pas un déterminisme. Le massacre n'est pas déterminé, pas plus que le génocide. Mais il y a des potentialités. Et ces potentialités, elles existent dans notre humanité. C'est vrai que l'être humain, c'est aussi autre chose. L'être humain, c'est la tendresse, c'est l'amour, c'est la solidarité, ça existe, ça aussi. Mais gardez à l'esprit que parmi toutes les espèces animales, la plus dangereuse, c'est l'homme. Pourquoi? Pas du fait de sa force physique. Non. Il y a des animaux qui sont bien plus forts que lui. Mais par le fait même qu'il a une intelligence. Et que cette intelligence, il peut s'en servir pour faire le mal, de manière infinie. Et, effectivement, faire en sorte qu'un jour, lui, un groupe, une société, bascule dans la barbarie. Alors, regardons de plus près ce que vous avez commencé à évoquer, c'est-à-dire la question du massacre. Je ne parle pas du mot génocide. Il y aura peut-être des questions là-dessus, mais il me semblait plus intéressant déjà de commencer par parler du massacre, comme on a évoqué en Centrafrique, dans la mesure où un massacre ne conduit pas nécessairement au génocide, et un génocide, c'est toujours, le plus souvent, le cas de un ou plusieurs massacres. Donc si vous voulez travailler sur le génocide, il faut commencer par travailler sur la question du massacre. Alors comme je suis proche, je vais vous donner une définition. Le massacre, c'est une forme d'action, le plus souvent collective, de destruction de non-combattants. On massacre rarement tout seul. Ok. Mais si on le fait, par exemple comme Mohamed Merah à Toulouse, qui a tué des militaires, vous savez, et des enfants juifs, on s'est aperçu qu'il y avait un réseau. Ok. Souvent c'est le cas. De destruction parce qu'on ne se contente pas, en général, de tout. On détruit, on viole avant, on détruit les maisons, on détruit les récoltes, etc. Khmer Rouge, 1975-1977, au Cambodge. 8 millions d'habitants, près de 2 millions de morts, sous le régime de Pol Pot. Les Khmer Rouges n'utilisaient pas le mot tuer, ils disaient détruire les maisons. Donc, voilà, ce terme de destruction est plus large que le fait de des non-combattants. Pourquoi? Parce que ça peut être des militaires désarmés, on peut massacrer des militaires désarmés. Un des plus célèbres en Europe, c'est le massacre de Katyn en Pologne en 1940 par les soviétiques. Ils ont massacré quasiment tous les officiers polonais. Et bien sûr, les femmes, les enfants, etc. Maintenant, essayons d'approcher cet objet monstrueux. En tant que chercheur, vous savez, il n'y a pas tellement de tradition d'études sur ce sujet. C'est un peu comme si on se trouvait devant une montagne très difficile et on disait, mais par quel côté je vais pouvoir en faire l'ascension? Très vite, je vais vous proposer 3 voies.
cheminement pour essayer de comprendre, pour essayer de penser cet objet de massacre. Le premier, il consiste à aller à l'encontre de tout ce que vous pouvez lire dans la presse. Ben justement, ce sont des fous, ils sont des malades, etc. Non, quand vous étudiez les actions concrètes, vous voyez que ceux qui les commettent, eh bien, raisonnent et font un calcul. Ils ont des objectifs politiques, des objectifs économiques. Prendre le pouvoir, garder le pouvoir, s'approprier les richesses d'un pays, son trafic, le diamant, l'or, en Colombie ça sera la drogue, etc., etc. Conquérir un territoire. Donc vous allez montrer la rationalité de ces actions. Ça paraît fou, mais en même temps c'est rationnel. Alors, tous les discours qui consistent à dire oui, mais les violences extrêmes, c'est lié à la religion, c'est lié à la race, c'est lié à l'ethnie, critiquez-les. Il n'y a pas longtemps, je discutais avec un Indien qui me disait ah, vous savez, les musulmans, ils ont la violence dans le sang. Ah bon? Vous savez, en Inde, au moment de la partition, Pakistan-Inde, 1947, il y a eu des centaines de milliers de morts commises par les musulmans, ok, mais aussi des hindous. Alors on dit, ah ben oui, mais alors les hindous, ils ont aussi la violence dans le sang. C'est les deux. Oh oui, mais vous savez, c'est compliqué. Ah bon? Ces théories-là qui vous expliquent que la violence est liée à un groupe, à une religion, à une race, à une ethnie, ne sont pas celles. Et ces théories, elles ne circulent pas simplement dans des pays exotiques, elles circulent chez nous. C'est le discours qu'on entend ici aussi. Donc je vous invite à avoir un regard critique sur ce type de discours. Tenez un exemple concret, 70e anniversaire, 8 mai 45, fin de la Deuxième Guerre mondiale ici en Europe. Ouf, on va le célébrer. Mais figurez-vous qu'au même moment, dans la région de Constantine, en Algérie, française, une manifestation a lieu le 8 mai 1945. Des manifestants, militants algériens manifestent, ok, mais avec un drapeau algérien. Ils veulent affirmer le début du nationalisme du pays. La police intervient, ça dégénère. Les militants algériens et d'autres tuent des colons français. Ça va durer des jours, il va y avoir à peu près une centaine de morts. Et en même temps, l'armée française va intervenir pendant plusieurs jours. Les colons aussi, on ne sait pas le nombre de morts, mais plusieurs milliers. Plusieurs milliers de morts. C'est connu aujourd'hui comme le massacre de Sétif et Guelma. J'ai créé un site internet. Vous pouvez retrouver cette étude de cas sur le site internet de l'Encyclopédie des violences de masse, masseviolence.org. Le but de ce type de manifestation, d'un côté, oui, ils voulaient affirmer leur indépendance, etc. Bon, ils ne se sont peut-être pas forcément bien pris, mais de l'autre côté, côté français, c'était la volonté de mater, de réprimer pendant des années, pendant au moins 10 ans, a dit un d'entre eux, toute vérité de résistance en Algérie. Donc, vous voyez, c'était l'objectif politique. Est-ce qu'on a tout dit de la logique du massacre comme action rationnelle? Non. Il faut regarder un autre voie d'attention de cette question. Et c'est peut-être le moyen de... Là, il faut revenir sur cette question intuitive de la folie, de quelque chose qui tombe pas rond chez des gens qui font ça. D'ailleurs, vous savez, les victimes qui sont survivantes disent souvent c'est comme si les hommes étaient devenus fous. Ils ont jeté les bébés sur les murs, Donc, il y a bien cette question de la folie qui reste là. Or, avant d'être historien, j'ai été psychologue, figurez-vous, et je me suis réincarné en historien, mais tout va bien. Ça va. Et c'est vrai que dans les discours des organisateurs et des acteurs, on trouve, on va dire, des éléments de paranoïa. Ils raisonnent de manière parano. Ils voient l'ennemi comme l'incarnation du diable, du mal, du terrorisme, etc. Donc voilà, on
mis tout de suite en face d'un discours qui ne paraît pas normal, quoi. Et le grand historien Sao Friedlander, qui a travaillé sur le génocide des Juifs, parle à cet égard du discours paranoïde des nazis. Et puis, bon, autre auteur très important, Primo Levi, cet Italien qui s'est retrouvé à Auschwitz, ce centre d'extermination des Juifs, disait dans ses mémoires qu'il a publié en 1947, il y a quelque chose de fou à Auschwitz. Vous ne savez pas quoi, vous sentez ça. Et puis le Rwanda, dont on a parlé tout à l'heure dans l'émission, 1994, 800 000 morts. Il y a un mot maintenant en Kenya rwandais pour dire le vent de folie. Donc, je pense qu'il faut garder cette idée-là, vous voyez, qu'il y a quelque chose qui se dérègle. Et puis, il y a aussi même la logique du conflit. Un camp commence à commettre des atrocités, à éventrer les femmes, à couper les têtes, etc. L'autre camp dit, mais c'est pas possible, ils nous ont fait ça. Ben voyez, ils vont boire de quoi quel boire en chaud. Donc ils vont faire pareil. Remarquez, niveau de compréhension, niveau école maternelle. Hein. Toi, tu m'as fait ça, mais moi, je te fais ça. C'est ça. Donc, vous voyez, à ce moment-là, le conflit, il prend de l'importance dans la perpétuation des atrocités, alors qu'au départ, c'est une histoire de conquête du pouvoir, de territoire, etc. Ça s'en va complètement ailleurs. Ça s'en va dans une sorte de miroir de destruction. Alors, c'est pourquoi je ne renonce pas à cette deuxième version, vous voyez. Et c'est pourquoi je dis que dans cette pratique de la violence, il y a de la rationalité et de l'irrationalité. Les gens, ils calculent, ils raisonnent, et en même temps, il y a quelque chose de fou. Mais si vous restez à cette hypothèse-là, vous risquez d'avoir partout. Parce qu'à ce moment-là, vous allez dire, ben oui, finalement, vous avez bien raison, ils sont fous. Non, toutes les études montrent que la majorité des gens qui pratiquent ce type de violence, à part quelques sadiques, à part quelques pervers sexuels, ça existe, ils s'expriment dans ces moments-là, ben, ce sont des gens normaux, ordinaires, et j'allais dire comme vous et moi. Et donc, là, on est mal à l'aise parce qu'on se dit, qu'est-ce que j'aurais fait à la place ? Vous avez un grand livre qui s'appelle Christopher Browning, Les hommes ordinaires, sur un bataillon de soins de braves pères de famille allemands en 1941-42 qui va se mettre à tuer à la chaîne des Juifs en Pologne et en Ukraine. Et c'est pas des nazis convaincus, mais des braves pères de famille, et ils vont faire ça. Donc vous êtes tenu de dépasser à la fois le rationnel et l'irrationnel, le normal et le rituel, pour aller à une troisième approche. Vous sentez que ça m'a préférence, mais ça ne veut pas dire que j'annule les deux. Cette troisième approche, c'est de dire que le massacre, avant de devenir cet acte atroce, c'est un processus mental. Ça se joue dans nos têtes. Ça se joue dans nos têtes parce que c'est la représentation d'un autre. À humilier, à exploiter, à violer, à tuer en tout ou en partie. Ça prend du temps, évidemment, tout ça. Mais c'est une représentation mentale. Et c'est pareil pour la torture. Retenez simplement quelque chose d'incroyablement tragique. Les animaux ne se torturent pas. Seul l'homme. Parce qu'il joue justement de son intellect, de sa conscience, de son intelligence, pour projeter sur le corps de l'autre cette idée que c'est un ennemi, cette idée que c'est un être inférieur parce qu'il n'est pas de la même race que moi, parce qu'il n'a pas la même couleur de peau que moi, etc. etc. Et c'est par là que se créent des représentations bien avant l'acte, bien avant, on raisonne des années avant, d'un autre à humilier et qui va, accumuler des représentations racistes. Et c'est comme ça qu'on va dire ça l'arabe, ou ça le chrétien. Puisque, par exemple, ne n'oublions pas, les Arméniens ont commencé à être massacrés par les Turcs à la fin du XIXe siècle, et ça a suscité des protestations, ici en France d'ailleurs, de Victor Hugo. Et puis n'oublions pas les chrétiens coptes qui viennent se faire exécuter par l'État du groupe islamique ces dernières semaines. Donc personne n'était pareil. Alors, de cette logique-là, de voir un autre inférieur, et bien vous avez tout un vocabulaire
vocabulaire, bah oui, animal. Ça va plus être des êtres humains, ça va être des insectes, ça va être des rats, ça va être des poux, ça va être des cancrelats, comme on dit au Rwanda. Donc, les insectes, les transforment en écrasent. Donc, vous voyez comment se construit. Alors, on ne tue pas à l'avance avec ces mots. Encore que les mots contiennent de la violence. En particulier, il y a des études qui montrent que les filles, elles sont très très douées pour utiliser les mots pour faire mal. Elles ont moins de force physique que les garçons, hein. Mais à travers les mots, ça fonctionne. Hein. Mais, on entend des hein. Mais on est là dans la préformation de quelque chose qui pourra avoir des conséquences après. Maintenant, ces discours, ils circulent dans toutes les sociétés. Mais ça ne veut pas dire qu'on va passer à l'acte. Attention, hein. Il faut revoir un autre contexte. Et ce contexte, c'est celui des sociétés dans lesquelles on vit. Je vous parle de sociétés qui ne vont pas bien, où il y a du chômage, où il y a des jeunes qui n'arrivent pas à se projeter dans l'avenir, où les institutions ne vont pas bien, les hommes politiques sont disqualifiés, beaucoup d'immigrés, des réfugiés, des frontières mal protégées, et peut-être que la guerre n'est pas loin. Bah, comment voulez-vous que les gens dans ce contexte-là n'aient pas peur? Ils ont peur, et parfois ils ont raison d'avoir peur. Et c'est dans ce contexte-là que ce discours de l'exclusion, de la stigmatisation d'un autre va prendre de la place. Et donc, je vais passer à mon deuxième point, c'est construction vraiment du discours de stigmatisation avec la formation d'un nous et d'un eux. Parce que dans ce moment-là, vous avez des intellectuels, des idéologues, qui vont dire oui, nous sommes dans une situation grave. C'est vrai que c'est pas possible. Mais si on commençait par se débarrasser de ces gens-là, ça irait beaucoup mieux. Oh, on n'aurait peut-être pas tout résolu, mais ça serait beaucoup mieux. Ce nous, il apparaît là. Nous, il faut croire en nous. Contre eux. Nous, il faut croire en notre nation, il faut croire en notre religion, il faut croire en notre langue, en notre ethnie. Et vous avez un discours du ressentiment. C'est vrai qu'on s'est fait battre, il y a ceci, c'est vrai qu'on a laissé faire ceci et cela, mais maintenant c'est fini. On va prendre notre revanche. Donc vous voyez ce nous se former sur une base ethnique, nationale ou religieuse contre un eux. Eux, ça va être l'ennemi, ça va être cette sorte d'ennemi intérieur. Et vous avez deux figures. Vous avez d'abord la figure de l'autre entre eux. Alors cet autre entre eux, ben c'est simple, il n'est pas comme nous. Il n'a pas la même couleur de peau que nous. Il a un gros nez. Il n'a pas la même religion, bien sûr. Et puis de toute façon, il sent mauvais. Et cet autre-là, il a tendance à pulluler aussi. Ce n'est pas qualitatif seulement, c'est quantitatif. Donc vous voyez, c'est cette figure-là qui se construit, et puis il y a une autre figure, c'est celle du suspect. Le suspect, il nous ressemble, il est comme nous, mais il complote. C'est un traître. Il dit qu'il est avec nous, mais en fait il est contre nous. Et cette loi des suspects, elle est inventée par la Révolution française, figurez-vous. C'est en 1792, 1793 qu'apparaît la loi des suspects. Et elle va se faire contre les catholiques au moment de la terreur. Donc voilà, vous êtes dans une situation où se forment ces deux types de discours, le nous contre le. Est-ce que ça va conduire à la violence? Pas sûr encore. Il y a des discours incendiaires qui n'incendient rien du tout. Donc il faut d'autres facteurs, il faut un autre temps. Et l'autre temps, c'est un autre facteur, c'est le temps du politique. C'est le temps du politique, c'est-à-dire c'est quoi? C'est quand ces idées arrivent au pouvoir. Alors là, c'est plus la même chose. On change de monde. On change de monde. Les idées en tant que telles, elles ne tuent pas, je vous l'ai dit. Mais à partir du moment où elles sont incarnées dans des institutions, alors oui, on arrive dans un temps dangereux. C'est par exemple M. Hitler, quand il prend le pouvoir en 1933, qu'est-ce qui va se passer après? C'est par exemple quand le groupe État islamique prend le contrôle de telle ou telle partie du territoire de l'Irak. C'est par exemple, pour ceux qui l'ont vu dans le film Timbuktu, à voir absolument,
comment un groupe prend la contrôle d'une région et impose sa charia, sa vision du Coran, avec lesquelles l'imam d'ailleurs n'est pas d'accord, l'imam local. Donc vous êtes dans un temps qui change, voilà. Et à partir de ce moment-là, il y a une première raison du passage à l'acte, c'est l'obéissance. C'est-à-dire que les autorités ont pris le contrôle du pays, elles sont supposées comme légitimes et on doit obéir. Quand on est militaire, quand on est officier, on peut faire ce qu'on veut. Alors, ça donne la situation en Allemagne dans les années 33-39. On peut tuer un juif dans la rue et on n'est pas puni. Ça donne la situation en Serbie, dans les guerres de l'ex-Yougoslavie, en 1991-92. On peut violer une femme musulmane et on n'est pas puni. On peut faire ce qu'on veut. On est dans l'impunité. Il y a encore une institution qui pourrait venir à l'intérieur de la violence, c'est l'Église. C'est le religieux qui dit que tu ne tueras pas. Simplement, dans les cas que nous étudions là, eh bien le religieux, il ne dit rien. Ou il est d'accord. Hein? Donc, que faire? Et même ces acteurs, ils utilisent le religieux, comme on l'a dit tout à l'heure dans l'émission, ils utilisent le religieux à leur fin politique. Ils vont dire qu'ils veulent construire une société pure pour se débarrasser des éléments impurs. Donc, massacrer, ça va être purifier la société. Ça va être se débarrasser de ces éléments impurs qui gangrènent ce pays. Et en pensant à cette région, comment ne pas penser aux catholiques, aux dragonnades qui s'en sont prises aux protestants au moment des guerres de religion, entre autres. On a beaucoup massacré dans l'histoire au nom de la pureté pour se débarrasser d'un élément impur. Et c'est si vrai que maintenant, quand quelqu'un me parle de la pureté, je prends les jambes à mon cou. Maintenant, ça peut être encore plus ou moins stabilisé, même si c'est une situation très grave. Mais ça empire quand on passe dans le temps de la guerre. C'est le troisième temps, vous voyez, le temps de l'idéologie. Je vous ai parlé, le temps du politique. Et maintenant, je parle du temps de la guerre. Or, dans la guerre, tout change. Les philosophes l'ont montré, par exemple, Joseph de Maistre, un être qui était pacifique, du jour au lendemain, moi-même en quelques heures, va accepter de tuer ses semblables. Donc on ne sait pas du tout comment on va réagir dans la guerre. Comment vous réagiriez, vous, si votre pays était en guerre? C'est un autre moment du passage à l'acte, voyez. Parce que dans la guerre, tout change. Cette incandescence amis-ennemis, eux contre nous, elle devient extrême. Et c'est très simple. Tu es avec nous ou tu es contre nous? Toi, tu t'appelles Imégalé ou Séraphin? Tu es Hutu ou tu es Tutsi? Tu es juif ou tu es armien? Tu es juif ou tu es arabe? Cette information de nature ethnique ou religieuse va décider de votre destin, de votre vie ou de votre mort. Et c'est par là que le massacre va venir. Le massacre se présente il se déguise, le massacre, comme une opération de guerre. En tuant ses ennemis, ceux que je considère comme des ennemis, eh bien, je fais une opération de guerre, je défends mon groupe, même si c'est des gens qui sont désarmés. Et c'est vrai que dans nombre de conflits, les civils peuvent être impliqués. On va tuer des femmes, d'accord, mais elles ont pu aider les combattants. Et c'est pas faux parfois. On va tuer des femmes aussi parce qu'elles vont servir d'agents de liaison entre les groupes. Et c'est pas faux non plus. Donc vous avez une sorte de flou justement qui s'installe entre combattants et non-combattants. Et c'est par là que va se produire le massacre. Et la guerre va être l'occasion de réaliser un projet d'épuration, un projet pour se débarrasser d'une population. C'est si vrai par exemple pour les Arméniens. 1915, 2015, nous allons commémorer ces prochains jours le 100e anniversaire du génocide des Arméniens, réalisé pendant la Première Guerre mondiale. Eh bien, ce rapport difficile entre Arméniens et Turcs, il existait depuis un moment. Je vous ai parlé de ces massacres au XIXe siècle, à la fin du XIXe. Eh bien, voilà, c'est dans la guerre que ce qu'on appelle les jeunes Turcs, parce qu'ils voulaient avoir un État homogène, un État vraiment
moderne, débarrassé de ce qu'on... Alors, l'impureté, je ne sais pas s'ils utilisaient ce terme, en tout cas, de ceux qui ne rentraient pas dans cette logique, et en premier lieu, les Arméniens. Et ça fait 1,5 million de morts. Voilà comment la guerre rentre là-dedans. Et puis, dernier temps, dans cette période de la guerre, c'est le rôle des autres. Est-ce qu'il faut parler de banalité du mal comme Hannah Arendt? Elle a fait un livre important sur Eichmann à Jérusalem. Je vous conseille de voir le film Le Spécialiste, réalisé par notamment René Broman. Mais je ne suis pas d'accord avec Hannah Arendt, la philosophe Hannah Arendt. Pourquoi? Parce qu'elle donne de Eichmann une vision d'un fonctionnaire qui ne pense pas, parle d'ailleurs de l'absence de pensée, qui obéit aux ordres, comme ça. Et c'est effectivement cette image qu'il a voulu donner lui-même quand il est passé en procès. Je vous rappelle qu'il est passé en procès à Jérusalem en 1961, que ça a été un grand moment pour ce pays et aussi pour le monde, et que le livre de Hannah Arendt a eu un succès mondial. Bon, mais on n'avait pas le Eichmann de 1941. Et le Eichmann de 1941, c'est un antisémite convaincu. Eichmann ne se contente pas de ne pas penser, il pense le mal. Donc je ne suis pas d'accord avec ça. Et puis je ne suis pas d'accord parce que Hannah Arendt, elle n'a pas vu le rôle du groupe. C'est à travers le groupe que l'homme se transforme en monstre. Voilà. Ça, c'est pour moi un acquis de mon travail. C'est plutôt une bonne nouvelle, entre guillemets, parce que ça veut dire qu'à titre individuel, personne n'est véritablement monstrueux. Ouf, on peut se parler. Mais dans certaines circonstances, quand il y a la dynamique d'un crime de masse qui est engagée, dans le cadre de la guerre en particulier, eh bien tout peut parler. Il n'y a plus de limites, nos limites. Et c'est dans ce contexte-là que des hommes, alors ce sont surtout des hommes, vont perpétrer le massacre. Qui sont les tueurs? Je viens de vous le dire. Surtout des hommes. Ça ne veut pas dire que les femmes elles restent à côté. Attention, les femmes, elles peuvent soutenir leur mari, elles peuvent soutenir leur fils, elles peuvent soutenir leurs frères, leurs compagnons. Au Rwanda, on a des scènes absolument incroyables des Hutus qui vont sur les collines. Le Rwanda a plein de côtes. C'est un très beau pays de collines. Vous ne pouvez pas imaginer, vous ne pouvez pas imaginer qu'il y ait des massacres horribles dans ce coin-là. Eh bien, les hommes ont chassé les Tutsis sur les collines, ils les tuaient, et les femmes suivaient pour ramasser les bijoux et les vêtements sur les corps des femmes. Donc ça ne veut pas dire que les femmes, elles sont pas impliquées. Mais ceux qui font le sale boulot, oui, ce sont des hommes. Alors il y a 4 types de personnages, des militaires, des policiers, des milices, et puis des civils, des citoyens. Et vous pouvez arriver, on ne peut pas l'entendre, mais à des situations incroyables où des voisins vont tuer d'autres voisins. Parmi tous ces acteurs, il y a des enfants, ce qu'on appelle les enfants soldats. Vous en avez en Centrafrique, à travers cette armée du Seigneur chrétienne, qui va allègrement massacrer, tuer, violer, en Centrafrique, mais aussi en République démocratique du Congo. Les enfants soldats, c'est une partie importante aujourd'hui de ces acteurs de la violence, mais en général, ceux qui commettent ces massacres, ce sont des jeunes. Alors, il y a des ados, mais ça va jusqu'à 25, 30 ans. Ce sont eux les principaux acteurs de ces violences. Donc en gros, ils sont là. Alors ils sont pris pour des raisons compliquées, difficiles. Là on en discute de façon abstraite, mais il faut qu'ils mangent, quoi. Il faut qu'ils aient un peu de sécurité, donc ils vont se faire recruter dans une armée. Et voilà, ils vont peut-être faire carrière dans cette armée, puis ils vont pouvoir avoir des filles. Et puis, peut-être qu'ils croient, ils sont manipulés. Oui, ça certains, ils se font manipuler, ils ont été manipulés. Mais en même temps, ils peuvent y croire. Ils peuvent croire à leur idéal. D'ailleurs, à leur âge, ils croient à l'idéal. On a envie de se donner pour une cause. Et peut-être qu'on leur a expliqué que leur cause, sa cause qu'ils proposent dans cette armée, oui, c'est bien, il faut le faire.
faut faire pour protéger son pays, sa nation, sa famille, je ne sais trop. Et c'est comme ça qu'ils vont se mettre à tuer des gens sans défense. Et peut-être qu'ils vont accepter aussi l'idée de la mort. Pourquoi? Parce que, en fait, ils s'engagent souvent dans ce type d'action parce qu'ils sont sans avenir. Ils n'ont rien. En Centrafrique, dont je vous parlais tout à l'heure, imaginez que près de 45% des jeunes de vos âges n'ont pas été. Ils sont analphabètes. Quel peut être leur avenir? Eh bien, ils s'engagent dans ce qu'on a appelé tout à l'heure les anti-baladiens. Voilà un cas. On pourrait en citer d'autres. Donc, leur vie valera rien. Alors, s'ils meurent, après tout, de toute façon, ils n'ont pas une très bonne opinion d'eux-mêmes. Donc, mieux vaut tenter de survivre, comme ça. Je ne les explique sûrement pas, mais je vous explique pourquoi ils peuvent être engagés. Donc, voilà, ça peut aussi arriver à des jeunes, peut-être même ici, parce que leur vie est nulle et que, ils ont envie de se battre pour une cause et ils vont s'engager dans ce qu'on appelle le djihad, alors qu'ils ne connaissent même pas le Coran. Enfin bon, ça peut arriver. Donc, voilà ce que je voulais vous dire aussi sur le rôle du groupe, et je vais m'arrêter là bientôt. Encore une fois, ça ne signifie pas qu'il y ait une détermination quelconque. Ce que je vous raconte là, dans les milieux de la recherche, on dirait un processus. Un processus, voilà, ça peut se mettre en route, mais il y a des méandres, c'est pas certain. Il y a tout le contexte international dont je ne vous parle pas, parce que alors là, ça serait vraiment trop long. Donc, mais c'est une virtualité, c'est une possibilité. Et on peut repérer différents états. Est-ce que l'être humain se résume à ça? Évidemment non. Je vous l'ai dit. Bien sûr, sachez que je travaille sur l'autre aspect, comme l'a dit Mme Roboul, c'est-à-dire que je m'intéresse aussi à ceux qui tentent de sauver, de protéger des vies. Parce qu'en étant dans ce sujet particulièrement glauque, je vous avoue que tous les jours, on n'a pas le moral. Hein. Donc, ça fait du bien de travailler aussi sur l'autre aspect de gens qui protègent, qui essayent de sauver. Et sachez que ça existe toujours. On vous parle de violence à la télé, à la radio, etc. C'est le visible. Mais sachez que dans des maisons, dans des villages, dans des forêts, au même moment, d'autres tentent de sauver une vie. Mais on n'en parle pas, évidemment. Ça restera secret. Et c'est si vrai que je travaille sur cet aspect que, voilà, par exemple, j'ai publié un livre sur la France, c'est mon premier livre sur la France, Persécution et entraide dans la France occupée, comment 75% des Juifs ont échappé à la mort. Est-ce que vous savez ce chiffre? Donc, beaucoup ne le savaient pas. Mais, bon, c'est important de le montrer. C'est important de le montrer parce que, voilà, on va découvrir quelque chose qui est assez peu connu du grand public, même si c'est connu des spécialistes. En France, si vous regardez l'ensemble de l'Europe nazie, eh bien, c'est en France que l'un des taux de survie des Juifs est le plus élevé d'Europe. Mais ça intéresse moins. Ça intéresse moins parce qu'on met en avant plutôt le glauque, on met en avant la stigmatisation à la personne. Il faut le faire. Mais c'est comme si il fallait avoir un discours pour avilir la France et surtout pas montrer ce qui pouvait aller dans le sens de l'agrandir. C'est l'époque. Et parfois, je ne me sens pas de cette époque. Et j'aimerais parler de la bonté, vous voyez. Mais la bonté, c'est pas tendance. Tous les films que vous voyez sur vos vidéos, c'est des films dans les séries, c'est des films qui mettent en scène souvent des héros du mal. Et je ne vous parle pas de tous les consoles vidéo où on gagne le plus quand on tue le plus d'ennemis. Et parlons du cinéma violent comme American Sniper, dont je suis certain que certains l'ont déjà vu. Donc vous êtes dans cette culture-là. Alors parler de la bonté, c'est pas tendance. Et vous voyez, je pensais en venant à ce mot du poète Guillaume Apollinaire. Bon, il n'y avait pas Internet. Hein. Je cite, « La bonté, cette contrée immense où tout se fait. » Alors je vais me taire.
Mais juste ce dernier mot de conclusion, gardez à l'esprit que la vie, elle est à la fois délicieuse et terrifiante. Délicieuse parce que c'est extraordinaire, par exemple, quand on tombe amoureux, c'est important de le dire, mais elle est terrifiante parce que à quelques moments que vous trouviez de votre vie, vous avez des petits gestes qui vont définir un peu votre itinéraire. Et vous êtes devant comme une sorte de gouffre qui vous met devant la liberté ou de vous grandir dans la résistance ou de vous avilir dans la barbarie. Je vous remercie. J'imagine que, évidemment, tout ce qu'il a dit suscite chez vous des questions et certains auront envie d'intervenir. Donc, si vous voulez, je vais passer avec le micro et je vais vous le passer. À qui l'honneur de commencer une première question dans le public? Bonjour. Donc, merci encore d'être venu ici à la moi, j'aurais bien Oui, allez-y. Donc, j'ai quelques observations à vous faire part. La première est de Freud, qui disait que l'homme a en lui des pulsions de mort. L'homme a en lui des pulsions de mort. Donc, que dire de cette observation quand on regarde l'histoire? Ensuite, le philosophe Hegel, qui disait que l'homme prend conscience de soi à travers la négation d'autrui. Donc ça, c'est par rapport, quand vous expliquez que l'homme distingue deux groupes, il y a eux et il y a nous. Ensuite... il y a déjà deux là. Si vous voulez, vous êtes en philo, vous. La réflexion d'Hegel, je suis d'accord avec lui. Ça se fait dans la négation, mais pas seulement dans la négation. Il y a la rencontre de l'autre qui se fait aussi dans la reconnaissance des différences. Donc, on pourrait discuter de ça. Pour ce qui concerne pulsion de mort, vous faites référence à la théorie de Freud, qui s'appelle la deuxième topique, pulsion de vie, pulsion de mort. J'ai toujours été réservé à l'égard de cette approche. Freud n'est pas un penseur de la violence, Freud est un penseur de la sexualité. Et pour me moquer de Freud, ce que j'ose me moquer de Freud, je pense à Molière, qui, au XVIIIe siècle, se moquait des médecins quand il parlait de la vertu dormitique de l'opium. Eh bien, moi je dis que Freud explique la mort par la pulsion de mort, et ça n'explique rien du tout. Voilà, il faut chercher d'autres explications, il faut lire les bouquins de ceux de votre collègue qui essayent de voir une autre approche. Attends, je ne sais pas, vous avez peut-être d'autres questions, mais il y en a d'autres, je ne sais pas. Bonjour et merci d'être présent. Donc, nous sommes dans le supérieur et dans le cadre de notre départ, on a au programme de la guerre de Clausewitz. Et dans son bouquin, il dit que la guerre est une simple continuation de la politique. Donc nous aimerions savoir par d'autres moyens. Donc nous aimerions savoir qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus. Alors, j'ai aussi travaillé Clausewitz, et pour parfaire l'union sur cet aspect, et tout en reconnaissant la valeur de cette approche de Clausewitz, je la remets en cause, c'est-à-dire que Clausewitz décrit, disons, la pratique de la guerre au XVIIIe siècle, au XVIIIe siècle, surtout en étudiant, comme vous savez, les campagnes de Napoléon.
pour le 20e, quoi. Alors on ne peut pas lui en vouloir. Mais ce que j'essaye de montrer, justement, c'est que dans sa fameuse théorie qui consiste à dire voilà, la guerre et la continuation politique par d'autres moyens, donc le politique est là pour mater, pour contrôler le cheval fougueux qu'est la guerre. Vous êtes d'accord, je prends cette métaphore du cheval fougueux qu'est la guerre. Okay. Mais moi, dans les cas que je vous dis, c'est pas du tout ça. C'est le politique qui fouette le cheval fougueux. Et qui lui dit, vas-y, fais plus de morts, fais plus de victimes. Te gêne pas. Donc moi, j'étudie la politique débridée dans la guerre, qui va consister à produire des violences de masse qui débordent le champ de bataille. Oui, alors moi j'ai plutôt demandé d'intervenir sur l'après-massacre, c'est-à-dire comment vous situez-vous par rapport à cette inflation actuelle des mémoires et des commémorations. Ensuite, par exemple, on peut voir en France où beaucoup de minorités réclament une visibilité, d'être reconnus, des compensations, etc. Je le précise parce que ça fait partie du programme de terminal, hein, on est dans... Alors, les commémorations font partie de ce qu'on appelle maintenant, on va dire, le travail de mémoire plutôt que le devoir de mémoire. Je préfère de loin cette expression de travail de mémoire qui vient de Paul Ricoeur. Et plus généralement de ce qu'on appelle la justice transitionnelle. Un livre qui est sorti qui s'appelle La justice transitionnelle, dans lequel ça vous renvoie. Bon, je suis partagé s'agissant de ces commémorations, puisque on peut dire qu'il y en a deux logiques différentes. Des commémorations qui vont ressasser le passé, de telle sorte que ce passé va faire ressortir la figure de la victime, pour demander des compensations, des reconnaissances, etc., etc. Et ça va être que ça. Je pense que ces commémorations ne nous aident pas à tourner la page, bien qu'elles soient nécessaires. À partir du moment où il y a eu des actes répréhensibles, il est nécessaire que la justice passe et qu'on reconnaisse que ces personnes étaient des victimes. Bon. Il y a une autre logique de commémoration, c'est essayer on va dire entre guillemets, de tirer les leçons du passé pour ouvrir l'avenir à un autre type de relation dans le pays concerné. Donc ça va se jouer également dans la muséographie. Or, par exemple, s'agissant de l'histoire de notre pays, je comprends tout à fait toutes les commémorations organisées autour du fait que 25% des Juifs en France ont été déportés et exterminés, parce que les Allemands étaient là et parce que Vichy y a collaboré. J'aurais aimé qu'il y ait aussi un moment solennel pour expliquer aux Français que les trois quarts ont survécu. Et parce que dans la période actuelle de tension, pas besoin de faire rentrer dans les détails, je pense que ça ferait du bien à la mémoire collective. Et jusqu'à présent, c'est pas possible, ça n'arrive pas. Cette idée n'est pas ça. Donc, voilà, ça dépasse le cadre de votre devoir, mais c'est pour dire mon sentiment. Je prends la parole, j'aurais aimé être étudiante, mais non. Je voulais vous demander, si vous voulez, à l'intérieur du thème de la guerre, c'est une problématique qu'on a abordée souvent. La guerre juste. Existe-t-il des guerres justes ou bien la notion même de guerre juste? Et j'aurais souhaité que vous vous exprimiez, bien sûr, sur ce sujet. Comme vous savez, la notion de guerre juste, elle vient de l'Église. C'est une doctrine très ancienne
Et en fait, elle a été réactualisée, y compris par l'Organisation des Nations Unies, à travers sa doctrine de la responsabilité de protéger. Donc c'est une doctrine très actuelle, remise au goût du jour, qui n'est pas appliquée pour toutes sortes de raisons, sinon on n'aurait pas laissé faire ce qui s'est passé en Syrie, mais bon, c'est une autre histoire. Donc la doctrine de la guerre juste, elle a l'intérêt de définir une proportionnalité de la riposte, en particulier. Donc de ce point de vue-là, on peut soutenir que oui, cette doctrine de la guerre juste, c'est une manière de vouloir contrôler la logique de la guerre sur d'autres bases complètement différentes que de M. Clausewitz, puisque finalement Clausewitz croit aussi à la possibilité de contrôler la guerre par le politique. Mais là, ça serait plus par des normes morales, par un code commun, etc. Bon, le problème de la notion de guerre juste, c'est aussi une manière de justifier la guerre. Donc, c'est là où cette notion suscite des critiques qui pourraient être tout à fait justifiées, mais ce qui domine, malgré tout aujourd'hui, c'est cette idée qu'il y a une place, oui, à la notion de guerre juste dans notre modernité. Bonjour. Je comprends que vous disiez qu'une personne seule ne pouvait pas être un monstre, mais à l'origine, les pensées qui ont fait que cette monstruosité a pu arriver, elle provient d'une seule personne. Donc, Alors, merci de excusez-moi, je complète. Des étudiants ont une dissertation justement sur ce sujet et ont eu la phrase de Rousseau, la guerre d'État à État. Justement, donc c'était juste pour dire que oui, il y a eu une réflexion sur ce sujet qui est aussi assez intéressant. Attention, merci de me donner l'occasion de cette précision. Je n'ai jamais dit qu'un individu ne pouvait pas être monstrueux en tant que tel, ça arrive. Mais les dynamiques des crimes de masse relèvent d'une logique collective. Et ça ne veut pas dire que ceux qui les décident, qui les mettent en œuvre, n'ont pas quelque chose de sadique, vous voyez, qui relèverait de la psychopathologie. Je ne suis pas sûr que si on regardait de très près la personnalité d'Hitler, on a essayé de la faire plusieurs fois d'ailleurs, mais tous les échecs de grande psychanalyse d'Hitler ou de Staline, toutes les tentatives d'analyse de Hitler ou de Staline me semblent être des échecs. Donc, ceci étant dit, ce dont je vous ai parlé aujourd'hui, ça n'a peut-être qu'une dynamique collective. Et je ne vous ai pas dit tout dit, je vous ai évidemment pas tout dit, même si j'ai fait 45 à 50 minutes. Je voudrais simplement vous laisser sur cette phrase de Tacite, donc on l'a dans l'Antiquité, elle n'est pas forcément adaptée à la modernité, et pourtant, donc je vous la donne, pour comprendre le crime de masse, quelques-uns l'ont voulu, d'autres l'ont fait, tous l'ont laissé faire. C'est extraordinaire cette phrase. Quelques-uns l'ont voulu, donc on va parler des individus là à l'instant, d'autres l'ont fait, l'ont organisé, et il y a aussi la passivité. Maintenant, la question sur l'État et Rousseau. Oui, État contre État, on est bien d'accord. Mais Rousseau parle d'un temps qui a beaucoup changé, c'est-à-dire ça existe toujours. On peut parler des États du XVIIIe siècle, qu'il a vécu, le XIXe et le XXe avec la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Donc on va revenir à ce que disait Léa tout à l'heure, enfin dans son papier. Mais il y a une très très grande évolution de la guerre, une très grande mutation de la guerre qu'on a un petit peu évoquée, que j'ai un petit peu évoqué aussi, mais là je crois que je vais être trop long. Simplement je voudrais pointer une chose qui n'est pas, il n'y a pas eu une question, même maintenant, je veux dire moi-même j'en ai pas parlé, mais on pourrait dire sur la Première Guerre mondiale. Or, pour comprendre tous ces événements monstrueux du XXe,
Je crois qu'il faut revenir à la Première Guerre mondiale. Parce que c'est dans la Première Guerre mondiale que l'homme fait l'expérience d'une industrialisation de la mort de masse. Et cette expérience qui va toucher le monde entier, en fait. On est bien d'accord, ça se passe en Europe, mais ça va avoir des répercussions considérables sur les conflits, non seulement de la Première Guerre mondiale, mais après. Or, cette Première Guerre mondiale, c'est l'expérience de la mort, d'une sorte de champ de mort permanent dont on pratiquement peu probable que l'on en sorte. Et il ne faut pas vous étonner si les franquistes en 1936 vont avoir comme vive la mort. Il ne faut pas vous étonner si les fascistes de Mussolini, dès 19 ans, 19, 20, 21, 22, 23, vont avoir pour devise « Nous, on s'en fout ». Nous, on s'en fout, c'est-à-dire on fait tout, quoi. Donc, cette culture, j'aime pas trop cette expression de culture, en lisant Junger, vous allez sentir ça aussi. Avec cette esthétique de la violence et de la brutalité. Voilà, c'était juste pour faire une parenthèse sur la Première Guerre mondiale dont on n'avait pas parlé. Je voulais vous reprendre sur quelque chose. Tout à l'heure, vous avez porté un sens critique par rapport au fait de répondre à la violence par la violence. Vous avez parlé de groupes, oui, alors ils nous ont fait ça, alors du coup, et nous, on va leur faire pareil. Oui. Mais est-ce que ça ne serait pas la seule solution sur les cas extrêmes? Donc, la violence extrême serait la seule solution contre une autre violence extrême? Je vous explique la logique. Moi, je n'ai pas porté un jugement sur est-ce que ils ont raison ou ils ont tort. Je vous décris la logique de la violence extrême, et d'ailleurs, on pourrait raccrocher à Clausewitz. Ça aurait pu compléter ma réponse à Clausewitz, d'ailleurs, parce que Clausewitz dit que la guerre monte aux extrêmes. Oui, je suis d'accord, moi je parlais de la violence qui monte aux extrêmes aussi. Donc, et donc on est dans la réciprocité de la destruction. Ce que je peux vous répondre, c'est, je ne sais plus qui a posé la question, mais sur la guerre juste. C'est-à-dire que si on veut briser ce cycle des atrocités réciproques, eh bien il faut rentrer dans une proportionnalité contrôlée, et là on va rentrer dans la logique de la guerre juste, ou alors une responsabilité supérieure, comme l'affirme l'ONU en principe, c'est-à-dire qu'un État dans lequel se produit ce type de massacre et d'atrocité n'est plus en mesure d'assurer la sécurité de sa propre population, donc c'est à la communauté internationale d'exercer cette responsabilité collective à sa place. Donc l'idée de la responsabilité de protéger, c'est ça, c'est la responsabilité d'intervenir pour faire cesser ces violences. Vous savez, vous qui travaillez, vous l'avez dit, ces globes, la guerre, les études, enfin bon, vous passez votre temps là. Nous, cette année, avec les classes prépa, on a STEM, c'est compliqué. Je me demandais, est-ce que vous avez une vision optimiste aujourd'hui? Enfin, le monde est en guerre partout. Pensez-vous qu'on va aller vers des temps plus apaisés? Et est-ce que vous imaginez quelles peuvent être les solutions pour que, justement, on aille vers des temps plus apaisés? Je ne vous demande pas des solutions dramatiques, bien évidemment, hein, mais peut-être la pensée, la philosophie, je ne sais pas. On se pose toutes ces questions. Bon, vous savez, un historien, il ne peut pas prédire l'avenir. Non, je ne peux pas vous dire que je suis très inquiet. Je suis très inquiet. Je suis très inquiet parce qu'on est dans un monde de grande instabilité et personne ne peut vraiment prévoir ce qui peut se passer. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, là je me sens dans mon rôle aussi de compléter un peu tout ce qu'on a vu sur la guerre. Le papier d'hier, c'était la mutation de la guerre face au terrorisme, etc. Et puis comme si la guerre normale, la guerre classique, disparaissait. Comme si la guerre conventionnelle n'existait plus. Mais, vous voyez, là, mais l'Ukraine,
Ah bon, voilà, il était très bien votre papier, hein, mais pensez à l'Ukraine. C'est le retour à une guerre comme avant, quoi, avec des chars. Et cette guerre-là qui revient en Europe, elle me fait peur. M. Poutine me fait peur. De toute façon, voilà, on va faire un petit peu la chute de M. Poutine qui est compliqué. Mais beaucoup d'indicateurs laissent à penser que la guerre revient en Europe, la guerre classique, la guerre conventionnelle. Donc c'est pour rajouter, si vous voulez, à cette complexité de nous. Alors comment peuvent réagir les populations civiles? Les populations civiles, elles ont toujours la possibilité d'élire des dirigeants qui peuvent être à la hauteur de la situation, même si on ne sait jamais trop. Donc il y a quand même toujours ces possibilités-là dans nos démocraties. Et elles ont aussi la possibilité. Il faut absolument que dans ce contexte d'inquiétude collective, on arrive à brider la peur. C'est-à-dire à ne pas se laisser embrigader par des idéologies qui vont aller dans le sens de la stigmatisation, par exemple. Et voilà, après, dans les guerres, les populations civiles ont toujours des ressources pour résister, pour s'en sortir. Mais si vous me demandez de grands principes pour éradiquer, éliminer ces foyers de tension incontrôlables, malheureusement, je n'en ai pas. Alors moi j'ai une question à vous poser qui est un peu plus de l'ordre technique. Vous disiez tout à l'heure que votre travail d'historien ne vous pousse pas à porter de jugement. Donc j'aimerais savoir comment justement vous faites ce travail pour mettre des mots et montrer la vérité sur un événement, parce que c'est quand même quelque chose d'assez complexe. Et j'ai une citation qui me vient en tête, je ne sais plus d'où elle vient. Ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire, et l'histoire est pleine de menteurs. Je trouve qu'elle a plein de sens. J'aimerais savoir, au niveau technique, comment votre travail est mis en place. Alors c'est un peu pédant, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que vous lisez les livres. En particulier pour écrire et détruire. Mais cette question, elle m'habite tout le temps dans l'écriture. Donc j'essaye d'avoir une écriture effectivement distanciée, de telle sorte que je ne tombe pas dans telle ou telle vision idéologique ou même humaniste, prendre nécessairement parti pour les victimes. Parce que n'oubliez jamais que les victimes d'hier peuvent devenir les bourreaux de demain. Il y a une fluctuation aussi, il y a une fluidité dans la posture des victimes. Et puis l'autre élément que je voulais vous donner, peut-être je ne m'en occupe plus aujourd'hui, mais allez faire un tour sur l'encyclopédie des violences de masse. Donc www.masseviolence.org. Parce qu'on a pris, c'est en anglais et en français. Donc masse-violence, il n'y a pas de à masse, masseviolence.org. Et prenez n'importe quelle étude de cas dans cette encyclopédie. Par exemple, regardez l'étude de cas sur les massacres de Sétif et de Guelman, on en a parlé tout à l'heure, mais il y en a d'autres, il y a le Rancir, il y en a plein. Et vous allez voir comment on a essayé de trouver une écriture qui soit équilibrée du point de vue de la mémoire. Et jusqu'à présent, on ne nous a pas tiré dessus. Ça pourra arriver à rien. Donc voilà, je ne peux pas développer ça. Mais c'est une question qui me taraude tout le temps. Si, je peux compléter en disant que, vous savez, mon métier, c'est pas historien. Mon métier, c'est démineur. Je démine. Il faut déminer le terrain. Donc il faut déminer le terrain parce que, en travaillant sur ce sujet-là, je suis toujours en train de manipuler de la dynamique. C'est de la dynamique symbolique. Elle peut m'exposer à la figure. Tout le temps. Donc, quand vous travaillez sur ces sujets, faites d'abord votre métier de démineur. Déminer, déconstruire, déconstruire.
bien, vous allez avoir l'honneur d'achever avec cette dernière question. J'ai déjà des bravos du public pour vous, mais quand je vous entendais, je pensais à un philosophe qui utilise beaucoup la psychologie française, Bernard Stiegler, qui parle beaucoup justement du passage à la folie pure, du passage à l'acte. Et il prend notamment l'exemple de Richard Dorn, je ne sais plus, pour montrer comment un homme isolé justement passait à l'acte. Et essayer de comprendre exactement comme vous le processus par lequel l'humain passe avant de pouvoir commettre des atrocités. Et ma question est déjà, est-ce que vous aimez cette théorie, mais c'était plutôt, on voit de plus en plus de gens qui utilisent la psychologie dans des autres disciplines, comme par exemple l'histoire, ou des choses comme ça, je voulais savoir. Est-ce que si vous pensez que c'est une force, et si jamais il faut être précautionneux? Oui. Alors, je ne connais pas bien les travaux dont vous me parlez là. Donc je vais vous faire une réponse générale. En gros, vous avez au moins 2 écoles, même plus. Vous avez des historiens qui font de l'histoire. Voilà. Les historiens, ils ne vont pas vouloir prendre des références dans d'autres domaines que l'histoire. Ceci dit, Marc Bloch, dans un de ses textes, a dit finalement, un historien, c'est parfois un psychologue. On passe. Et donc, ils ne vont pas vouloir sortir de leur champ. Bon, je respecte, mais je trouve que souvent, c'est une vision classique qui a sa légitimité, mais qui, de mon point de vue, parfois a certaines limites. Et c'est pourquoi je suis plus dans une approche qui va faire l'ouverture à la psychologie, mais pas seulement à la psychologie, ça peut être à l'anthropologie. Quand j'ai parlé à un moment en disant que le massacre c'est un processus mental, bon, je n'ai pas voulu faire trop le savant, etc., en parlant des représentations collectives. Pour moi, les 2 disciplines reines pour comprendre ces représentations collectives, c'est l'histoire et l'anthropologie. Donc je suis pour cette ouverture du champ des études. Je ne vous le conseille pas forcément dans vos études. Il faut peut-être mieux rester dans un cadre, parce que sinon vous allez avoir des problèmes, vous avez des diplômes, etc. Et une fois que vous serez diplômé, alors allez dans la liberté. Faites un peu ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que pour comprendre ces phénomènes, alors vous allez dire c'est un credo, mais non, c'est une conviction, c'est une vérification. Pour comprendre les phénomènes dont je vous parle aujourd'hui, les phénomènes d'atrocité, de violence, de massacre, etc., c'est pas une seule discipline qui va pouvoir les expliquer. C'est en multipliant les regards. C'est à travers le regard pluridisciplinaire que vous allez pouvoir approcher la complexité de ce que vous étudiez. Est-ce que vous allez pouvoir tout comprendre? Non, jamais. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça fait partie, il y aura toujours un trou noir. Il y aura toujours quelque chose qui est différent. Et c'est à travers la multiplication des regards, donc là vous posez la question sur l'histoire et la psycho, mais je t'emmène à d'autres disciplines, qu'on va mieux comprendre ce qui se passe dans une situation historique à travers la réaction des acteurs et des victimes. Nous remercions vivement Jacques Sémelin pour ce rapport. J'espère que tous ces points d'éclairage seront précieux pour vous et continuez la réflexion. Bonne fin de journée, merci beaucoup.